bonjour à tout le monde. Alors donc, comme l'a expliqué Claire, je vais vous présenter les résultats obtenus dans le cadre du projet Trémor, qui est un projet qui était coordonné par Cécile Dupuis. Alors Cécile ne peut pas être parmi nous aujourd'hui parce qu'elle est en mer au sud de Fidji, dans le cadre d'une mission océanique. Alors le projet Trémor, c'était un projet qui s'intéressait au transfert des éléments traces métalliques par la matière organique dissoute, et notamment focalisé sur l'influence potentielle de la mangrove sur ces transferts. C'est un projet qui a duré 3 ans. Je vais finir par trouver le pointeur, c'est là. Bon. C'est un projet qui a duré 3 ans avec différents organismes de recherche impliqués, l'IRD, l'IFREMER, l'Université de Toulon, de Marseille et les laboratoires MIO et IMPMC. Alors, je ne vais rien apprendre à personne sur ces premiers transparents. Donc, c'est un projet qui se positionne dans le cadre de la problématique générale de la Nouvelle-Calédonie, qui est d'évaluer les impacts potentiels de l'exploitation minière sur les écosystèmes terrestres et aquatiques, qu'ils soient aquatiques d'eau douce ou aquatiques milieu marin. Alors, le projet Trémor s'inscrit finalement dans la suite d'un précédent projet qui avait été financé par le CNRT qui s'intitulait Dynamine, que j'ai coordonné. Alors, il y a bien évidemment d'autres projets qui se sont intéressés à cette problématique, mais j'ai mentionné uniquement celui-ci. Enfin, Cécile a mentionné uniquement celui-ci parce que le consortium qui travaillait dans Dynamine se retrouve essentiellement dans le projet Trémor. Alors, dans le cas du projet Dynamine, on avait notamment mis en évidence quelque chose qui était relativement connu aussi, mais c'est toujours mieux lorsqu'on a des études qui confirment des observations précédentes, sur les concentrations parfois élevées en éléments traces métalliques qu'on retrouve dans les rivières des massifs qu'on appelle ultra-basiques, les massifs miniers au sens large. Alors, concentration en éléments traces métalliques sous forme dissoute. J'insiste sur ce caractère-là, puisqu'on va essentiellement parler de métaux ou d'éléments traces métalliques en concentration dissoute dans le cadre de cette présentation. Avec, dans le cas du nickel, des concentrations qui dépassent très fréquemment la norme de l'Union européenne, et puis, plus rarement, mais qui la dépasse aussi, la norme OMS de 70 microgrammes par litre. Pour le chrome, les dépassements de seuil sont plus rares, on dira, mais ils existent néanmoins. Et donc, à la suite de ces constats, on s'est posé la question du transfert de ces éléments traces métalliques depuis les massifs miniers jusqu'aux écosystèmes littoraux, le long d'un continuum au sein duquel se positionne notamment un écosystème particulier qui est la mangrove. Alors, écosystème particulier, pourquoi ? Notamment parce que c'est un gros producteur de matière organique, à la fois particulière, végétale, aérienne, mais également de matière organique sous forme dissoute. Cet écosystème se positionne à l'interface donc, entre les massifs miniers et un lagon qui est partiellement inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, avec sa biodiversité exceptionnelle. Alors, cette matière organique dissoute, en quoi consiste-t-elle ? En fait, c'est un réservoir très important de carbone qui se subdivise en plusieurs réservoirs. Donc, c'est la fraction généralement d'une taille inférieure à 0,2 microns de la matière organique. C'est un réservoir qui représente un stock de carbone gigantesque, puisqu'il est à peu près équivalent au carbone contenu dans l'atmosphère. C'est la majeure partie du carbone qu'on retrouve dans le milieu océanique. Et c'est la principale source d'énergie des bactéries qui sont à la base des chaînes trophiques, en fait. Alors, une partie de cette matière organique dissoute, elle est colorée. On parle de matière organique dissoute colorée ou colored dissolved organic matter en anglais. Et puis, une sous-partie de cette matière organique dissoute colorée a des propriétés particulières de fluorescence. Donc, on parle de matière organique dissoute fluorescente. Et c'est grâce à cette propriété particulière qu'on peut l'étudier et notamment essayer d'accéder à certaines propriétés qui sont notamment les propriétés de complexation des éléments traces métalliques dissous. Alors, c'est le petit schéma qui est représenté en bas. Cette matière organique dissoute, elle est relativement complexe. Elle possède différentes unités fonctionnelles qui ont la capacité de complexer les métaux, donc soit des fonctions carboxyle, phénol, alcool, cétone, etc. Donc, à la fois
un système finalement qui peut piéger les métaux par complexation et qui peut lui-même se fixer à la surface des minéraux. C'est quelque chose qui a déjà été abordé un petit peu par Michael dans sa présentation tout à l'heure sur le projet Mecafloc. Alors, dans le cadre du projet Trémor, nous avons cherché à étudier justement ces capacités de complexation de la matière organique dissoute dans les mangroves de Nouvelle-Calédonie, en travaillant selon un schéma qui a consisté dans un premier temps à essayer de suivre les concentrations en éléments traces métalliques dissous et en carbone organique dissous le long d'un continuum, rivière, mangrove, lagon. Ensuite, nous avons essayé de caractériser cette matière organique dissoute. Alors, il ne s'agit pas d'une caractérisation in extenso, avec des outils très très lourds comme de la RMN, etc. Mais c'est une caractérisation partielle en utilisant notamment ces propriétés de fluorescence que j'ai évoquées précédemment. Donc je vais revenir un petit peu plus tard sur la méthode qui a été utilisée. Alors, on a donc caractérisé les composants fluorescents de cette matière organique dissoute dans le but de mettre en évidence une éventuelle variation de ces composants et notamment de leurs propriétés de complexation. Ça, c'était la troisième partie du travail. Alors, le site sur lequel nous avons travaillé, c'est le massif du Cognambo, en travaillant notamment sur deux transects. Un transect le long de la rivière Temala, qui est représentée à gauche. Donc, c'est une rivière qui draine plutôt des terrains géologiques qu'on va qualifier de volcano-sédimentaires, donc avec des concentrations relativement faibles en éléments traces métalliques. Et puis, par opposition, nous sommes intéressés à la rivière Coco, qui draine le massif du Cognambo, et dans laquelle on s'attend à trouver des concentrations beaucoup plus élevées en éléments traces métalliques caractéristiques de ces massifs miniers, notamment le nickel, le chrome, éventuellement le cobalt, le manganèse et le fer. Alors, le long de ces transects, nous avons échantillonné un point source à chaque fois qui est noté T1 ou C1, qui était un point rivière, amont, en fait, des mangroves. Ensuite, nous avons échantillonné 3 points dans les mangroves, qui sont notés généralement 2, 3 et 4. Ensuite, un point 5, qui était un point dans les baies, en fait. La baie de Chasseloup, qui est alimentée par la rivière Temala, et la baie de Vavuto, qui est alimentée par la rivière Coco. Et ensuite, il y avait un point lagon, je ne sais pas s'il est représenté ici, qui se situait à côté de la mention récif, là, en fait, qui était un point de référence en fait, pour l'eau du lagon. Alors, ces échantillonnages ont été réalisés à l'occasion de 5 missions, 4 missions ponctuelles et une mission au cours de laquelle nous avons suivi un cycle de marée, que je vais vous en parler un petit peu plus tard. Une centaine d'échantillons analysés, une trentaine de paramètres suivis. Alors, les missions se sont échelonnées, alors, elles ont eu lieu au mois de mars 2018, 2019 et 2020, plus une mission ponctuelle en juillet 2018 et la mission de suivi de la marée en juillet 2019. Les échantillons ont tous été filtrés à 0,2 microns pour réaliser les analyses, dont je vais vous présenter les résultats. Donc, encore une fois, il s'agit essentiellement de métaux ou de composés dans la fraction qu'on va qualifier de dissoute. Alors, vous avez ici des résultats sous forme de diagramme moustache, boîte moustache. Donc, c'est Francine qui vous a présenté des résultats de ce type-là hier et qui vous a expliqué comment fonctionnaient ces diagrammes. En fait, on s'intéresse principalement au trait noir gras qui est au milieu, qui représente la médiane. En fait, la moitié des analyses sont au-dessus et l'autre moitié est au-dessus des valeurs indiquées par ces traits horizontaux. Alors, à chaque fois, vous avez en bas... il fonctionne ou pas? Bon. En bas, vous avez à chaque fois donc, les deux transects, Coco et Temala, avec les numéros des stations. Donc à chaque fois, C1, T1 pour les rivières. Ensuite, on traverse la mangrove. Et ensuite, dans les numéros 5, on est dans le lagon. Et M, c'est le point un peu éloigné qui est la référence, en quelque sorte. Peut-être que c'est moi qui l'utilise mal. Alors sur la gauche, vous avez les valeurs de salinité. Alors, ce qu'on constate, c'est que si on prenne les transects Coco ou Temala, on constate donc bien évidemment une salinité. Ça fonctionne? Merci. Ah, merci. Donc, une salinité nulle dans les rivières. Et puis, très rapidement, dès qu'on entre dans la mangrove, on augmente la salinité le long du transect Coco. Au départ, des valeurs de salinité intermédiaires, puis des salinités qui sont celles de l'eau de mer. Et puis, de la même manière, sur le transect Temala, on part de la rivière avec une salinité nulle, on augmente la salinité jusqu'à aller jusqu'au lagon.
À droite, vous avez la concentration en carbone organique dissous, avec des profils qui sont similaires, donc des concentrations en carbone organique dissous qui sont relativement faibles dans les rivières, et dès qu'on passe dans les mangroves, on augmente très significativement la concentration en carbone organique dissous, que ce soit le long du transect de la rivière Coco ou le long du transect de la rivière Témala. Et ensuite, lorsqu'on repasse vers les eaux salées du lagon, on observe une diminution de la concentration en carbone dissous. Donc on a en fait un maximum de concentration en carbone dissous lorsqu'on est dans le compartiment mangrove. Si on s'intéresse aux métaux, alors on a analysé toute une série d'éléments traces métalliques. Je vous présente ici que les résultats pour le nickel et le cuivre. Alors le nickel qui va finalement être l'analogue des métaux qu'on s'attend à trouver en milieu minier, milieu natéritique, nickel, chrome, cobalt, fer, manganèse. Et puis le cuivre qui est plutôt l'élément qu'on s'attend à retrouver dans des terrains plutôt volcano-sédimentaires. Alors, ce qu'on constate, ce sont des transects ou des tendances qui sont similaires, en fait. À chaque fois, des concentrations relativement faibles dans les rivières, puis une augmentation assez marquée dans le compartiment mangrove, pour ensuite des concentrations qui rediminuent vers le lagon. Alors, sur le transect coco, les concentrations en nickel montent à des concentrations à des valeurs plus élevées que dans le cas du transect Témala, tout simplement parce qu'encore une fois, on draine, enfin, c'est une rivière qui draine les massifs miniers et donc des terrains qui sont naturellement plus enrichis en nickel. Dans le cas du cuivre, même tendance, courbe en cloche, avec le maximum dans les mangroves, et puis avec un léger avantage, si je m'exprimer ainsi, pour le transect de la Témala qui draine les terrains volcano-sédimentaires. Donc on a une concomitance finalement d'augmentation de la concentration en carbone organique dissous dans les mangroves et des concentrations en métaux dissous. Maintenant, je vous présente ici les résultats du suivi du cycle de marée que nous avons réalisé sur les deux rivières. Donc, on s'est positionné aux stations Cosgo 3 et Témala 3 avec un préleveur automatique sur 24 heures, un prélèvement toutes les heures. Donc, ici, vous avez la salinité qui est représentée. Donc, dans le cadre du cycle de Témala, on a un beau cycle de marée bien dessiné. Et dans le cas du site Coco, on constate que ce cycle de marée est beaucoup plus complexe. Et l'interprétation qu'on en fait, c'est que dans le cas de la rivière Témala, on a bien l'entrée des eaux marines à marée haute, la descente à marée basse, avec un système qui suit vraiment ce mouvement de marée. Et dans le cas de la rivière Coco, on a des circulations d'eau qui sont beaucoup plus complexes, avec probablement des effets retard de l'eau qui est retenue dans les sédiments de la mangrove et qui est relarguée un peu plus tardivement à marée basse, avec cette eau étant potentiellement plus salée. Enfin, voilà, c'est un système plus complexe qu'on n'a pas réussi à décrypter jusqu'à présent. On suit cette complexité sur le système Coco. On la retrouve finalement en suivant d'autres paramètres. Donc ici, vous avez le carbone organique dissous. Alors, dans le cas de la Témala, on devine ce cycle de marée. Et dans le cas de Coco, on voit qu'on est sur effectivement quelque chose de beaucoup plus perturbé. Vous avez ici les concentrations en nickel dissous. Dans le cas de Témala, on retrouve bien le cycle de marée bien marqué. Toujours ce système un peu plus complexe dans le cas de la station sur la rivière Coco. Et enfin, pour le cuivre, le cycle de marée bien dessiné sur Témala et un système un peu plus perturbé sur la rivière Coco. Alors maintenant, si on s'intéresse aux interrelations entre ces différents paramètres suivis, elles sont représentées sur ce tableau. Alors là, il s'agit de la station Témala, toujours sur les données du cycle de marée. Donc vous avez ici les principaux paramètres qui nous semblaient pertinents, la salinité, la concentration en matière en suspension, la concentration en carbone organique dissous, la concentration en nickel et en cuivre dissous. Vous avez, alors les chiffres qui sont représentés correspondent à des coefficients de corrélation ou d'anticorrélation, avec les étoiles qui vous indiquent la robustesse en quelque sorte de la corrélation. Plus il y a d'étoiles, plus la corrélation est robuste. Et puis vous avez une représentation schématique finalement de la disposition de ces données et des tendances qu'on peut en retirer. Alors ce qui ressort de ces données sur le cycle de marée de la Témala, c'est qu'on n'a pas de corrélation entre les concentrations en matière une corrélation entre les matières en suspension et les éléments traces métalliques dissous. Donc en fait, ces corrélations, on les retrouve ici entre MES et nickel et entre matière en suspension et cuivre. Alors ça,
dans le même temps, on ne met pas en évidence de corrélation entre le carbone organique dissous et ces mêmes éléments traces métalliques dissous. Donc ça suggère que dans ce système, la concentration en nickel et en cuivre dissous est plutôt contrôlée par les matières en suspension et pas par le carbone organique dissous. Ensuite, on note une anticorrélation entre la salinité et puis l'ensemble des paramètres suivis, que ce soit les matières en suspension, ici, le carbone organique dissous ou les concentrations en métaux. Alors ça indique, ça suggère plutôt une influence de la salinité sur ces paramètres, avec notamment des mécanismes de flocculation tels que ceux qu'a évoqué Michael lors de la présentation des résultats du projet MECAFLOC. Si on s'intéresse maintenant à ce qui se passe au niveau de la station COCO, toujours lors du cycle de marée, on constate des corrélations ou des tendances différentes. Alors pour commencer, on observe une anticorrélation entre les matières en suspension, ici, d'une part le carbone organique dissous, donc avec une valeur négative, et la concentration en nickel dissous. Donc par opposition à ce qu'on avait sur Temala tout à l'heure, la concentration en métaux dissous, en tout cas en nickel dissous, n'est pas corrélée à la concentration en matière en suspension, mais elle est anticorrélée. D'autre part, on constate une corrélation, cette fois-ci, entre le carbone organique dissous et le nickel dissous, avec une valeur assez significative. Alors ça suggère que dans ce système, COCO, la concentration en nickel dissous, alors c'est moins vrai pour le cuivre, mais en tout cas pour le nickel dissous, qui est un élément très marqueur de ce système, cette concentration en nickel dissous serait contrôlée plutôt par le carbone organique dissous que par les matières en suspension. Contrairement à ce qu'on observait sur Temala, où les concentrations en métaux avaient l'air d'être plutôt contrôlées par les matières en suspension. D'autre part, si on s'intéresse à l'effet de la salinité, on observe une corrélation entre la salinité et les concentrations en matière en suspension, et puis une anticorrélation entre la salinité, le carbone organique dissous et le nickel. Et donc ça suggère une influence possible de la salinité sur les concentrations en nickel via la concentration en carbone organique dissous, toujours via des mécanismes de flocculation. Donc cette flocculation, finalement, elle pourrait concerner aussi bien les matières en suspension, qui dans certains systèmes peuvent être porteuses d'éléments traces métalliques, que les matières organiques dissoutes, qui dans d'autres systèmes sont les composantes qui contrôlent la concentration en éléments traces métalliques dissous. Donc ça, c'est le premier point, les premiers éléments de conclusion qu'on peut proposer suite à l'interprétation de ces résultats. Donc dans le cas on a deux systèmes qui fonctionnent manifestement différemment. Dans le cas de la mangrove Temala, on a une source modérée de matière organique dissoute et d'éléments traces métalliques dissous, avec un contrôle principalement par les matières en suspension. Et dans le cas de la mangrove coco, on a une source plus importante de matière organique dissoute et d'éléments traces métalliques dissous, notamment pour les éléments traces métalliques représentatifs des systèmes miniers, et avec un contrôle probable de ces concentrations en éléments traces métalliques dissous par la matière organique dissoute. Donc ces résultats suggèrent qu'en fait, dans le système mangrove, et en tout cas au niveau de l'interface mangrove-lagon, on a finalement une conjonction de plusieurs phénomènes qui vont participer potentiellement à la dynamique des éléments traces métalliques. Alors on se pose notamment la question du rôle important de la salinité. Alors je vais y revenir juste après. Alors maintenant, je vais vous présenter les résultats obtenus sur la caractérisation de cette matière organique dissoute. Alors, comme je le disais en introduction, la technologie qu'on utilise ou la méthodologie qu'on utilise, c'est donc s'appuyer sur les propriétés de fluorescence d'une partie de cette matière organique dissoute pour caractériser ses composants. Donc la technique utilisée, c'est la spectrofluorométrie, donc avec un appareil qui est disponible à l'IRD. Donc le principe consiste finalement à exciter un échantillon à différentes longueurs d'onde du domaine visible, et pour chaque longueur d'onde d'excitation, à enregistrer toute une gamme de réémissions de l'échantillon. Et on va construire comme ça une espèce de matrice finalement, en travaillant ligne par ligne, et finalement une matrice 3D si j'ose dire, puisqu'on a en abscisse les longueurs d'onde d'émission, en ordonnée les longueurs d'onde auxquelles on aura excité l'échantillon, et puis on retrace finalement des pics d'intensité majoritaire. Alors, ce type de diagramme s'appelle une matrice d'excitation-émission. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une technique qui est utilisée depuis de nombreuses années
Et on a un certain nombre d'ABAC, entre guillemets, ou de bases de données, qui permettent finalement de caractériser les composants fluorescents, qu'on appelle les fluorophores, de par leur position dans ces matrices d'excitation-émission. Alors par exemple, les fluorophores qui sont représentés par les lettres A ici, correspondent à des substances qu'on appelle les substances humiques, qui ont été un petit peu évoquées tout à l'heure par Michael. Lorsqu'on se déplace vers ce domaine-là avec des fluorophores qui sont labellisés B et T, on est plutôt vers des substances de type protéines. Donc on peut comme ça, en fonction de la position finalement de ces pics d'émission-excitation, arriver à avoir une première caractérisation des composants de la matière organique dissoute. Alors, les résultats que nous avons obtenus le long des 2 transects que nous avons suivis sont représentés ici. À gauche, le transect coco, à droite, le transect Temala. Donc, sur les 2 transects, on a identifié 2 fluorophores ou 2 composants de la matière organique dissoute qui sont les mêmes dans les 2 systèmes. Donc, on a appelé donc ici fluo 1 et fluo 2. Et en fait, si on regarde la position de ces fluorophores par rapport aux positions des fluorophores de référence, en quelque sorte, on peut considérer que les 2 fluorophores qui sont caractérisés le long des 2 systèmes correspondent à des acides humiques. Donc on a une idée finalement de cette composante fluorescente de la matière organique dissoute qui transite le long de nos systèmes, qui sont des acides humiques. Alors avec la spectrofluorométrie, on peut également quantifier les proportions relatives de ces 2 fluorophores. Donc les résultats sont présentés ici, de manière similaire à ce que j'ai présenté tout à l'heure pour les autres paramètres, avec le suivi le long du transect coco et ici le suivi le long du transect Temala, pour le premier fluorophore qu'on a appelé humique 1 et le second ici appelé humique 2. Et ce qu'on constate, c'est que les concentrations des 2 fluorophores se suivent globalement, avec toujours la même tendance, une augmentation manifeste lorsqu'on est dans le compartiment mangrove, que ce soit le long de la coco ou le long de la Temala, puis une diminution des concentrations lorsqu'on arrive vers le lagon, en sortie des baies, et qu'on rencontre plutôt des systèmes type eau de mer. Alors le point intéressant, c'est que cette évolution finalement des concentrations en fluorophore, mais également en paramètres physico-chimiques tels que le carbone organique dissous ou les concentrations en éléments traces métalliques dissous, pourrait simplement être liée à des effets de dilution. C'est-à-dire qu'on passe d'une eau douce à une eau salée, et donc peut-être qu'on a simplement un effet de dilution qui pourrait expliquer les variations de concentration. Donc on a essayé de nous assurer de confirmer ou d'infirmer cette possibilité en réalisant des mélanges synthétiques. Donc on a pris l'eau du lagon, notée M, on a pris l'eau des stations, alors on ne voit pas très bien les couleurs, l'eau des stations 1, les stations rivières, et on les a mélangées dans des proportions variables qui ont permis de faire augmenter artificiellement la salinité, en quelque sorte, de l'eau de la rivière, pour voir si les concentrations en fluorophore changeaient. Et donc, on a fait 3 points intermédiaires, et vous avez ici les concentrations. Alors, sur les colonnes de gauche, c'est pour le premier fluorophore, sur la colonne de droite pour le deuxième fluorophore, en haut pour les eaux de la rivière Coco, et en bas pour les eaux de la rivière Temala. Et on constate qu'à chaque fois, nos expériences s'alignent suivant une droite de mélange. Donc si on prend vraiment artificiellement des proportions équivalentes, enfin variables, du système rivière avec le système lagon et qu'on les mélange dans des proportions connues, les concentrations de fluorophore évoluent bien selon un mélange qui est lié uniquement à l'évolution de la salinité, donc un effet de dilution. D'accord ? Et maintenant, si on vient sur ces courbes greffer les résultats des analyses faites sur le terrain, on constate pour les 2 systèmes que dès qu'on passe dans le milieu mangrove, à chaque fois, la concentration de tous les fluorophores, qu'on soit le long de la Temala ou de la Coco, dévie de cette droite idéale de mélange. Ça veut dire qu'on a bien une production de ces fluorophores au niveau de l'écosystème mangrove, et les concentrations ou les tendances qu'on peut suivre le long des transects ne sont pas simplement des effets de mélange de différentes masses d'eau. Alors le dernier point sur lequel on voulait insister, c'est la capacité de complexation des fluorophores qui ont été identifiés vis-à-vis des éléments traces métalliques, puisque c'est quand même ce qui nous intéressait dans le cadre de ce projet. Alors cette capacité de complexation, elle peut être évaluée de différentes manières au laboratoire. La manière que nous avons choisi d'utiliser s'appuyait encore une fois sur la même technologie, la spectrofluorométrie.
avec une propriété particulière qui est que ces composantes de la matière organique dissoute qui peuvent fluorescer lorsqu'on les excite à certaines longueurs d'onde, perdent cette capacité de fluorescence lorsqu'ils sont complexés par des métaux. Et ça, ce sont des expériences qu'on appelle des quenching de fluorescence. Donc en fait, on tue la fluorescence en quelque sorte en saturant ces composés avec des métaux. Alors vous avez le résultat d'une expérience ici. Alors la manière dont on procède, c'est qu'on fait des ajouts progressifs de teneur en métaux dans un milieu, et on observe alors soit à une seule longueur d'onde, on peut suivre la diminution de la fluorescence au fur et à mesure qu'on charge en quelque sorte le fluorophore en métaux. Et puis, si on reprend les matrices d'excitation-émission que je vous ai présentées tout à l'heure, on voit très bien que ce fluorophore, ici, au début de l'expérience, avec des ajouts croissants de métaux, on finit par perdre le signal, en quelque sorte. Et donc, la dynamique de perte du signal, qui est reliée à la concentration en métal qu'on a ajouté, permet, par des modèles mathématiques, de remonter à une constante de complexation. C'est-à-dire une force de liaison que ce fluorophore va pouvoir établir avec le métal qu'on a ajouté dans le système. Donc c'est ce que vous voyez ici. Des expériences ont été réalisées avec le cuivre et avec le nickel, et on voit très bien les pertes de signal quand on augmente les concentrations soit en cuivre, soit en nickel. Alors là, ce sont des résultats sur le fluorophore 1, UMIC 1, mais on a réalisé les mêmes expériences avec le fluorophore UMIC 2. Et les résultats des modélisations de ces courbes de perte finalement de fluorescence en fonction de l'ajout d'éléments traces métalliques permettent de remonter, donc, comme je le disais, à une constante de complexation, ou un KS, que l'on a pu calculer le long des transects. Alors, bon, on ne va pas entrer trop dans le détail, mais ce qui ressort finalement des résultats de ces calculs, c'est que les constantes de complexation pour le fluorophore numéro 1 sont à peu près constantes le long des deux transects, Coco et Temala. De la même manière, pour le fluorophore numéro 2, même si les constantes de complexation des deux fluorophores ne sont pas tout à fait identiques. Donc finalement, on n'a pas de variation des constantes de complexation de chaque fluorophore le long du transect, même si les deux fluorophores se comportent l'un par rapport à l'autre de manière un petit peu différente vis-à-vis des métaux. Ce qui ressort également, c'est que ces valeurs de constantes de complexation confirment la capacité de complexation des fluorophores vis-à-vis des éléments traces métalliques dissous. Donc on a bien dans la mangrove une production de matière organique dissoute qui a la capacité à complexer les éléments traces métalliques. Alors, ces résultats nous permettent de dire que l'hypothèse d'un contrôle possible des concentrations en éléments traces métalliques dissous par la matière organique dissoute via les phénomènes de complexation est confortée par la mise en évidence de cette capacité de complexation. Alors ça vient quand même un petit peu questionner l'image qu'on se fait de la mangrove en Nouvelle-Calédonie. Parce que quand on parle mangrove, aux gens, généralement, tout de suite, c'est le filtre. C'est ça qui vient à l'esprit. Alors cette notion de filtre, il faut la pondérer. La mangrove est un filtre très efficace pour stopper les particules liées à l'érosion, etc., depuis les milieux terrestres vers le lagon. Ça, on ne remet pas en question cet aspect-là. En revanche, dès l'instant où on va parler d'éléments traces métalliques sous forme dissoute, apportés par les rivières, notamment, la mangrove ne joue pas systématiquement ce filtre. Au contraire, on pourrait même dire que c'est une source potentielle de matière organique dissoute qui va être finalement un moteur de la mise en solution des métaux. Puisque cette matière organique dissoute, en complexant les métaux, elle va favoriser leur transfert depuis des phases particulières vers des phases dissoutes. Donc la mangrove, ce serait presque un réacteur à métaux dissous, sous forme complexée par la matière organique. En revanche, ce qui fait sa force à la mangrove, c'est qu'elle se développe uniquement à l'interface eau douce eau salée. Et c'est justement cette interface eau douce eau salée qui, par les phénomènes de flocculation liés à l'augmentation de salinité, vont permettre d'immobiliser les métaux et de limiter le transfert des métaux sous forme dissoute par ces phénomènes de flocculation qui ont été évoqués tout à l'heure par Mickaël lors du projet Mecafloc. Donc finalement, c'est vraiment ce couple mangrove-salinité ou interface eau douce eau saline qui fait tout l'intérêt de cet écosystème pour la limitation finalement de la dispersion des éléments traces métalliques à l'interface terre-mer. Alors les perspectives. Alors
Bien évidemment, avec les résultats qu'on obtient, finalement, on se rend compte que le fonctionnement de cet écosystème mangrove vis-à-vis des éléments traces métalliques dissous n'est pas aussi simple que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Il y a des effets antagonistes, en quelque sorte, avec une première phase potentielle de mise en solution sous forme complexée, puis à l'interface eau douce, eau salée, une deuxième phase de précipitation de complexation, enfin de floculation, pardon, et donc de précipitation. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est essayer d'approfondir finalement la compréhension des équilibres qui existent entre ces deux réactions antagonistes. Et puis surtout, là où on veut insister, on rejoint finalement là les propos des gestionnaires, en quelque sorte, c'est que cet équilibre entre ces deux réactions, il est très fragile, et donc il faut absolument le préserver, puisque si on le perturbe un peu, nécessairement, on prend le risque d'avoir une mangrove qui devient une source d'éléments traces métalliques et non plus un filtre efficace vis-à-vis du lagon et des écosystèmes associés. Alors, je voudrais terminer, il me reste 2 transparents. Le premier, pour remercier les personnes qui ont contribué au travail. Donc, on a eu notamment Laura Boer et Marie Bessard qui ont contribué au travers de stages, de Master 2. Et puis, on a les collègues de l'US Imago, le LAMA, l'IRD, Léo Caddy, Stéphanie, Luc et puis Anne, dont j'ai oublié le nom de famille, Anne Dénu, qui ont grandement contribué grâce aux nombreuses analyses qu'elles ont réalisées. Enfin, dans le cadre de ce projet, Cécile a pu organiser une session de formation à l'utilisation justement de cette technique qui est la spectrofluorométrie sur le centre IRD Nouméa, formation qui a été organisée par Stéphane Mounier, enseignant-chercheur à l'Université de Toulon, au laboratoire MIO. Donc session organisée sur 2 jours en juillet 2018, à laquelle ont participé une petite dizaine de personnes, si je ne me trompe pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Il y a probablement des questions dans la salle. Ou en visio, on ne vous entend pas beaucoup en visio. Est-ce que vous êtes vraiment attentif ? Ah, 2 questions. Alors, merci pour cet exposé, qui remet en question pas mal de petites idées qu'il y avait dans la tête, là. Alors, ici, on a des mangroves qui sont lagunaires, quand même. Et si c'est des mangroves ouvertes, c'est le même système ou pas? C'est-à-dire que là, si j'ai bien compris, les mangroves font barrière pour pas que ça aille plus. Hein. Ce qui est quand même un avantage, quoi, finalement. Et sur des mangroves, un système ouvert, c'est pas fait ici, bien sûr, mais est-ce que tu as des idées de ce qui pourrait être fait, type en Amazonie ou ailleurs? Alors, on m'entend? On m'entend là? C'est bon. Je ne vois pas trop ce que tu veux dire par mangrove ouverte. Là, c'est lagunaire. Il y a donc une barrière de corail qui freine aussi derrière, et c'est un milieu bien calme. Sur les mangroves ouvertes, type en Amazonie, la mer brasse toutes les mangroves et c'est assez fort. D'autant plus qu'il y a le fleuve Amazone qui remonte, etc., etc. Donc c'est d'autres systèmes, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas. Enfin, alors on les a pas étudiés, mais il n'y a pas de raison que le système fonctionne différemment. Là, en fait, ce qui se passe, c'est la mangrove en elle-même. Ce sont les sédiments constitutifs de la mangrove qui sont le réacteur, ou le bioréacteur, si j'ose dire, de cette matière organique dissoute. Donc, dès l'instant où on va injecter dans le système... Alors, ce qui se passe, probablement, c'est que les moments où la mangrove est la plus productive, finalement, ou productrice de matière organique dissoute, c'est plutôt lorsque c'est de l'eau douce qui arrive dans le système. D'accord ? Parce que si on fait entrer de l'eau de mer, a priori, on est déjà dans un système ultra salé, et donc, a priori, si la mangrove produit de la matière organique dissoute, elle va immédiatement être floculée et précipitée. D'accord ? Donc, on n'aura pas cet effet de mise en solution des métaux. Là où il y a un risque de mise en solution des métaux, c'est si on a plutôt des grandes quantités d'eau douce qui arrivent dans la mangrove. Donc, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est éventuellement, dans le contexte de changement climatique, des phénomènes météo plus intenses, avec des pluies plus fortes, sur des périodes de temps plus longues, avec des hydrosystèmes qui sortent un petit peu de leur lit, etc., et qui apportent des quantités très importantes d'eau douce sur un laps de temps très court. Là, il peut y avoir potentiellement peut-être un pulse d'émission d'éléments traces métalliques complexés par la matière organique via cette arrivée massive d'eau douce. Mais là, par rapport à ta question, sur un système de mangrove ouverte qui recevrait avec la marée de l'eau de mer, a priori, il n'y a pas de raison que le système soit plus productif
qu'ici, quoi. D'accord. Et donc, alors, ça s'accumule au niveau de la mangrove. Les éléments transmétalliques, on devrait en avoir beaucoup plus au bout d'un moment. Ça... Alors, ils s'accumulent. En fait, ils s'accumulent manifestement, ils doivent s'accumuler plutôt à l'interface eau douce, eau salée. D'accord ? Alors après, ce qu'on constate quand même quand on voit les résultats, c'est qu'on n'a pas non plus un mur de précipitation, en fait. On a quand même une décroissance progressive. Donc ce qui est certain, c'est que quand on arrive plusieurs centaines ou peut-être quelques kilos, enfin typiquement quand on arrive à la barrière, il n'y a plus suffisamment de carbone organique dissous pour complexer des métaux. Donc là, on entre dans les concentrations classiques du lagon. D'accord ? Mais par contre, effectivement, plus on va se rapprocher de la mangrove, plus potentiellement le sédiment va être enrichi en éléments transmétalliques qui auront sédimenté du fait de ces processus. Il y a aussi les apports terrigènes classiques par les matières en suspension qui contribuent bien évidemment à cette accumulation d'éléments transmétalliques. Mais la mangrove peut potentiellement contribuer à cette accumulation d'éléments transmétalliques dans les sédiments juste à la sortie, du fait de cette interface eau douce, eau salée. Ouais. Farid, donc en fait, moi j'étais surpris par la constante de la constante, enfin le fait que la constante Ks soit constante, malgré le fait, parce qu'ensuite tu évoques la possibilité de modifier l'équilibre avec des changements climatiques, notamment de précipitations. Mais là, vous avez quand même à échantillonner des changements d'équilibre, notamment la marée, ce genre de choses. Donc c'est surprenant que, par rapport à ce que tu disais, qu'on peut déplacer l'équilibre dans des perturbations au changement climatique, comment ça se fait que vous n'avez pas, vous, de déséquilibre ? Alors, il n'y a pas de déséquilibre parce que finalement, les fluorophores qu'on caractérise sont les mêmes. Il n'y a pas de variation des fluorophores. Donc, leurs propriétés de complexation ne varient pas. Là où je dis qu'il y a un risque de perturbation des équilibres, c'est effectivement les changements climatiques, les précipitations accrues, etc., peuvent potentiellement peut-être amener au système des fluorophores de nature différente, pour commencer, qui auraient donc eux-mêmes des capacités ou des constantes de complexation différentes. Donc ça, c'est la première question. Ça, c'est un point qu'on voulait aborder dans le cadre du projet Trémor et qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. C'était d'aller échantillonner spécifiquement des sédiments de mangrove et d'essayer d'en extraire la matière organique dissoute à partir des eaux porales, notamment, pour voir si on retrouvait ces fluorophores. Parce que là, encore une fois, le suivi qu'on a fait, c'est la rivière qui traverse la mangrove. D'accord ? On n'a pas regardé l'eau porale des sédiments de mangrove. Ou peut-être, là, on aurait pu mettre en évidence peut-être un fluorophore ou des fluorophores spécifiques à l'écosystème mangrove qui auraient pu avoir des capacités de complexation différentes. Et de la même manière, si on a une mangrove qui reçoit des apports beaucoup plus importants d'eau douce et donc des apports de matière organique venant du milieu terrestre, il n'est pas impossible que la nature même des fluorophores change et donc leur capacité de complexation évolue. Après, ce qui nous a surpris, c'est qu'on s'attendait sur le cycle de marée à voir une évolution de la nature des fluorophores, notamment avec une influence marine, parce que le milieu lagonaire contient également des fluorophores, type protéines, etc. Et ça, on ne l'a pas vu. Alors, c'est peut-être lié au fait qu'on est dans un écosystème qui est très productif, la mangrove, et donc peut-être même à marée montante, lorsque l'eau de mer arrive dans le système, il y a une telle production locale que le signal de l'eau de mer est écrasé, quoi. Alors ça, c'est la limitation de la méthodologie qui est utilisée, cette fameuse spectrofluorométrie, qui est une méthode statistique, en fait. Et donc, il est possible que si on a un composant qui est présent de manière minoritaire, on puisse ne pas le voir, passer à côté. En fait, le résultat de cette approche méthodologique est très dépendant du nombre d'échantillons qu'on analyse. En fait, plus on a d'échantillons, plus robuste sera le résultat. Donc, il y a des questions encore ouvertes quand même de ce point de vue-là.